Alors, C'est bon. les autres vont nous rejoindre. Oui, oui. Reste Parfait. Donc, c'est bon. je disais en fait que l'astronomie en Afrique, c'est en pleine évolution. Les choses sont en train de bouger énormément ces derniers temps-ci. Euh, il faut déjà comprendre en fait deux choses. Euh, il y a le domaine lié à la recherche. On a de plus en plus en fait de pays qui s'intéressent à l'astronomie parce qu'ils ont envie de se lancer dans le spatial. Et ils utilisent en fait l'astronomie comme premier élément avant d'aller vers le spatial. Si vous prenez le cas de l'Éthiopie, l'Éthiopie a commencé par l'enseignement de l'astronomie et de l'astrophysique dans les universités. Et c'est les mêmes personnes qui ont porté le projet de l'astronomie, comme Salmon Bailey, qui sont aujourd'hui à la tête de l'agence spatiale éthiopienne. Donc, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui développent l'astronomie dans les universités. Le Burkina est en train de faire ça. Il y a Marie Korsaga qui a déjà eu à faire son doctorat en astrophysique. Le Maroc. J'ai vu au niveau de Maroc. le Maroc fait Même vous, des choses Sénégal. formidables avec l'observatoire. Voilà, ici au Sénégal, c'est en train de bouger également. Salma Silla est en train de préparer son doctorat. Dans d'autres pays, les choses sont en train de se mettre en place pour que ce soit effectif dans les universités. Maintenant, à côté de ça, au-delà de la recherche, à côté de ça, il y a la mise en place de plus en plus d'associations d'astronomie. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a des choses qui sont faites, mais la Côte d'Ivoire vient de mettre en place l'association ivoirienne d'astronomie, la Mauritanie, la même chose. Et donc, tout ça, ça aide en fait à créer une belle dynamique pour l'astronomie. Je sais qu'au niveau du sud, Madagascar et autres, il y a des choses également qui sont en train de se faire. Donc, l'astronomie, c'est peut-être la science qui bouge le plus actuellement sur le continent africain. Et avec l'AFIPS, l'initiative africaine pour les sciences planétaires et l'espace, il y a beaucoup de projets qui sont financés pour la mobilité des étudiants, beaucoup de projets pour le développement des associations qui sont dans les pays africains. Et tout ça, en fait, ça aide à développer cette science sur le continent. Donc, il y a un avenir qui est extrêmement rassurant et radieux pour l'astronomie sur le continent africain. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, ici au niveau du Sénégal, la question de Fatimetou, c'est est-ce qu'on voit l'impact dans l'économie? Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce que nous faisons aujourd'hui pour l'astronomie, on ne peut pas voir les fruits tout de suite et maintenant. Ouais. Mais ce qui va se passer, en fait, quand vous faites des activités comme le Space Bus, vous allez rencontrer des jeunes, en fait, qui ne croyaient plus aux sciences parce que tout simplement, c'était très théorique dans les cours. Vous venez, vous leur apportez des télescopes, vous leur montrez des expériences en physique, des expositions. Ces jeunes ont tout de suite envie de faire de la science. Et avec ce genre de projet, si demain la Mauritanie le fait, par exemple, ce que vous allez gagner, comme ce que nous avons pu gagner ici au Sénégal, c'est l'attention des jeunes qui vont de plus en plus s'intéresser aux sciences, aux disciplines scientifiques. Et si vous vous intéressez aux disciplines scientifiques très tôt, vous formez une génération de scientifiques après le bac. Cette génération de scientifiques va venir maintenant alimenter les besoins de nos pays africains en termes de développement technologique. Et c'est là, à partir de là, en fait, que les changements dans notre économie vont venir. Si vous avez rencontré à travers le Space Bus, il y a 5 ans ou 6 ans, des jeunes qui étaient en classe de seconde première, 5 ans plus tard, ces jeunes sont à l'université. Ils ont tous choisi de rester dans les filières scientifiques. Avant, au lieu d'abandonner les sciences parce que c'est difficile, le fait de les rencontrer avec le Space Bus les a motivés. Et aujourd'hui, ils sont restés à l'université, ils ont fait des sciences. Au niveau de l'université, qu'est-ce que ces jeunes ont fait? Ils ont créé des petites startups, des startups dans le domaine technologique, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du spatial, ainsi de suite. Et ces jeunes
peuvent demain créer soit des applications qui vont générer toute une économie pour les usagers, qui vont générer peut-être même des choses qui nécessitent une industrialisation. Aujourd'hui, avec le système de la fabrication additive, les impressions 3D, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui développent des choses et qui peuvent être facilement imprimées, reproduites à grande échelle, ainsi de suite, et qui peuvent générer toute une économie derrière. Donc, en faisant des activités en astronomie, vous allez faire aimer les sciences aux jeunes, et c'est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans que ces jeunes vont se retrouver en fait au cœur du système à créer des choses qui vont faire bouger l'économie du pays. Donc, c'est pour ça qu'il est important en fait de le faire. C'est la discipline qui fait le plus rêver les jeunes actuellement. Et je dis souvent que quand vous venez faire une activité sur les mathématiques avec des équations seulement, il y a beaucoup de jeunes qui, même s'ils aiment les sciences, vont avoir peur des mathématiques. Par contre, si vous sortez un télescope le soir dans la rue, tous les jeunes vont vouloir regarder. Et après, ils vont vous poser beaucoup de questions sur la physique. C'est quoi cette planète? Pourquoi ça tourne? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi l'orbite? C'est quoi ainsi de suite? Et à partir de là, les jeunes gardent leur intérêt pour les sciences. Vous pouvez après leur expliquer en mathématiques comment ça se passe. Ils vont vous suivre parce qu'ils ont regardé derrière le télescope et ça les intéresse. Donc, l'astronomie, c'est ça la magie en fait. Je pense que vous devez l'utiliser comme outil au-delà de votre propre passion. Vous devez l'utiliser pour faire aimer les sciences aux jeunes générations. Et je vous garantis, Inch'Allah, que dans 15 ans, 20 ans, les jeunes que vous allez rencontrer sur le terrain vont vous appeler pour vous dire qu'ils sont à l'université en train de faire physique ou mathématiques ou astrophysique. Moi, j'en ai eu des cas, beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés il y a 15 ans de cela, qui me disent aujourd'hui qu'ils sont aux États-Unis, au Canada, en France, en train d'étudier l'astronomie ou l'astrophysique et ils veulent revenir dans leur pays travailler. Et comme ça, vous contribuez à l'économie. C'est ça notre Voilà. objectif, notre cher Maram, notre objectif de voir les chercheurs mauritaniens dans le domaine de l'astronomie. Exactement. Ouais, c'est ça notre objectif. Exactement. Et il faut Moi, poursuivre. j'ai des questions. Notre cher Maram, j'ai deux questions. Oui. Les premières, Oui. est-ce que vous avez un observatoire au Sénégal? Observatoire. Alors, il n'y a pas encore d'observatoire. Il y a un projet de construction d'un observatoire qu'on a initié. Alors, je pense que ce qui était prévu en premier, je pense que je dois avoir une image ici. Voilà, donc ça c'est, je ne sais pas si vous voyez toujours le partage de l'écran. Non. Non. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était juste pour vous dire. En fait, il y a un projet qui a été lancé en 2015 dans la nouvelle ville de Diamniadio, c'est à 40 km de Dakar. Et il est prévu de mettre là-bas un observatoire. On a déjà acheté le télescope, même s'il n'est pas très grand. C'est un C14 qui permet quand même de faire un peu de recherche. Et on attend juste que le bâtiment soit terminé. C'est un projet qui est actuellement inscrit dans les projets du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, c'est quand j'étais conseiller technique, le ministre m'avait demandé de proposer des projets qui pourraient être financés pour le développement des sciences. Et on avait proposé donc la construction de cet observatoire. Et tout le matériel est déjà acheté. Donc, on attend que le bâtiment soit fini pour l'installer. Les deuxième question, vous avez les caméras installées dans quelque part dans les régions au Sénégal, les caméras avec les télescopes pour l'observation? Non, alors, non, les seules caméras qu'on a utilisées, c'était pendant les séances de formation ici au niveau de Dakar et pendant des activités en fait que nous-mêmes nous organisons. Mais souvent, l'utilisation des caméras était assez complexe pour les clubs d'astronomie et tout. C'est pour ça qu'on ne l'a pas laissé sur place. Mais on utilise les caméras uniquement quand nous faisons, nous, nos propres observations, en fait. Et dans les régions, non. On n'a pas encore de caméras installées là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes réponses.
C'est moi qui vous remercie, c'est tout un plaisir. Il y a quelqu'un, il y a des questions? Cherna, vous avez la parole. Mézid, Abdallah, Oui, oui, Cherna. vous m'entendez? Oui, merci professeur pour cette belle présentation. C'était très clair et très pertinent. On a appris pas mal de choses sur l'association, ses objectifs, son expérience. Et moi, personnellement, j'ai peut-être une question ou peut-être deux. Donc, la première question qui me tombe à l'esprit, c'est comment vous faites globalement pour obtenir un financement, notamment pour les télescopes, etc. Est-ce que c'est plutôt local avec, avec les ministères ou des fonds étrangers, ambassades, etc. Comment vous faites? C'est souvent dans le montage de dossiers ou est-ce que vous rencontrez certaines difficultés par rapport à ça? Voilà, c'est la première question. Je ne sais pas si vous avez déjà une réponse. Alors, par rapport à ça, ce qu'on a pu faire pour l'obtention du matériel de l'ASPA, ça a été un dossier qui a été monté et présenté à l'ambassade de France, en fait. Donc, comme je disais, il y avait le projet d'appui à l'enseignement des sciences qui était logé à l'ambassade de France à l'époque. Et donc, nous avons juste présenté l'association en disant qu'il y avait un besoin d'équiper l'association en matériel. Donc, eux, ils étaient là pour appuyer les enseignements en sciences. Donc, le dossier a été étudié et ils nous ont accordé une subvention pour acheter ce matériel. Donc, les autres cas, pour le cas du Space Bus, par exemple, le dossier a dû être préparé, bien écrit, bien présenté, bien détaillé et présenté à différents partenaires. On a eu le soutien de plusieurs partenaires, mais majoritairement, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui avait donné la plus grande participation au projet parce que ça rentrait dans ses missions de promouvoir les sciences à travers le pays. Donc, ils ont financé une bonne partie du projet et on en a profité pour faire la promotion de la culture scientifique partout à travers les zones où nous sommes passés. Donc, souvent, c'est, voilà, on écrit le projet et après, on va voir les partenaires pour le présenter. Je donne l'exemple d'une conférence qu'on organise tous les 2 ans qui s'appelle Les femmes dans les sciences, qui rassemble à peu près 2000 élèves pour une présentation avec des femmes qui sont des modèles de réussite dans les sciences. Et cette conférence est financée par l'ambassade des États-Unis et la Sonatel. Donc, c'est Orange, en fait. Sonatel est l'opérateur téléphonique du Sénégal avec Orange. Donc, ça, c'est un dossier qu'on écrit, on présente le projet bien documenté et on va les rencontrer autour d'une table, on explique et eux, ils acceptent de financer. Donc, je pense que pour votre association, ça va être à peu près la même chose. C'est toujours les concepts, penser à bien écrire les concepts, accorder beaucoup d'importance au design du projet. Quand je dis design, c'est l'aspect esthétique, une bonne présentation, de jolis visuels. Le Space Bus, on l'a dessiné avant même d'avoir le bus réellement. Et quand les gens regardaient le document, ils avaient l'impression en fait que le projet existait déjà, alors qu'on était à l'idée même voilà, de départ. On n'avait encore rien, mais on l'a dessiné, tout ce que je vous ai montré, les bus, les trucs brandés, tout était fait comme si le projet existait depuis longtemps. Donc, si demain vous devez aller voir les partenaires, c'est ça en fait qui va être un élément décisif. Dessiner le projet, trouver un très bon designer, faites de jolis visuels et vous présentez le projet. Il y a des bailleurs qui sont là pour accompagner l'éducation et ce que vous faites, c'est dans le domaine de l'éducation. En tout cas, si nous, on peut partager des contacts ou des structures qui nous ont déjà accompagnés avec vous et qui sont présents dans votre pays, on le fera avec plaisir, Inch'Allah. Merci. Super, merci, c'est très clair, hein. Merci beaucoup. Et la deuxième question, c'est, comment dirais-je, euh, pour tout ce qui est collaboration extérieure,
vous faites comment souvent? Donc, c'est via des contacts ou, ou vous contactez directement les chercheurs, vous passez par des agences locales de recherche qui vous mettent en relation. Comment vous faites? Alors, je veux dire, c'est plus une série de coïncidences. Une série de coïncidences à travers des organismes qui sont ici au niveau du Sénégal. Mais deuxième élément qui est décisif, c'est la bonne communication en fait que vous pouvez faire par rapport à vos activités. Je vous ai parlé tout à l'heure du festival Saint-Louis sous les étoiles qu'on a organisé en 2006, en 2008 plutôt, avec l'ambassade de France. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est très important. On organise un événement à Saint-Louis, on lui donne un caractère public. Avec les télescopes, on observe partout dans la ville de Saint-Louis pendant 10-15 jours. L'ambassade de France gère l'institut culturel, l'institut français, qu'on appelait le centre culturel, et une bonne partie des activités vont se tenir au niveau de l'institut français. Alors, ce que ça donne comme résultat, c'est que eux, ils vont communiquer sur l'événement. Et deuxième chose, nous, on choisit d'inviter des chercheurs à venir participer à ce festival. Donc, pour le cas de la Mauritanie, si on prend un exemple concret, décider par exemple qu'au mois d'octobre prochain, vous allez organiser un festival d'astronomie chez vous et que ce festival d'astronomie fera appel à peut-être 2 ou 3 Africains que vous allez inviter, 2 ou 3 Français que vous allez inviter, un Américain ou 2 Américains que vous allez inviter à participer. Alors, comment ça va se passer? Vous écrivez à l'ambassade de France en lui disant, voilà le dossier, nous allons organiser un festival et on aimerait inviter 2 de vos ressortissants français à participer au festival. L'ambassade, pour le cas du Sénégal, a dit tout de suite, d'accord, on offre le billet pour ces invités parce que c'est des Français qui viennent participer. On offre l'hébergement, le billet et le transport pour ces participants. Donc, ça ne coûte rien à votre association. Ouais. L'ambassade des États-Unis va faire la même chose. Moi, mais ces chercheurs en venant... J'ai déjà organisé une mission de terrain avec David Barato. La même chose. Oui. Nous avons fait la même procédure que vous avez. Exactement. Ouais. Ouais. C'est ça. Et l'ambassade, quand l'ambassade vous accompagne, vous bénéficiez de la communication de l'ambassade. Ils vont faire après des communiqués de presse pour dire que voilà, telle structure a participé, l'IRD a participé, l'Observatoire de Paris a participé. Et une fois que vous rentrez dans ce canal, ça fait connaître votre association et les chercheurs maintenant, au courant de ça, peuvent vous contacter pour des collaborations. Nous, on a eu la chance d'avoir David Barato qui a été affecté ici comme chercheur de l'IRD. Ouais. Quand il est arrivé, il a entendu parler de ce qu'on faisait en astronomie. Il m'a contacté avec Sylvain Boulet pour dire qu'il y a une comète qui passe à côté de la planète Mars au mois de mai 2015, je me rappelle. Et est-ce qu'on pouvait les aider à organiser cette observation? On a tout de suite dit oui. Et la collaboration est partie de là. Ils sont venus de la France. On est parti à Hambourg observer cette comète qui passait à côté de Mars. Et depuis, c'est une collaboration de tous les jours. On travaille ensemble tous les jours et on a mis en place ensemble le magazine L'Astronomie Afrique. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent aider à créer un réseau. Mais ça commence toujours par des activités que vous organisez et vous invitez des autres personnes à venir pour faire découvrir votre association. Merci. Dans cette plateforme, je dois remercier beaucoup mon professeur David Barato. Il m'a beaucoup motivé pour cette association. C'est vraiment, même jusqu'à maintenant, il est prêt pour nous aider pour aller à très haute pour cette association. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Il parle souvent de vous. À chaque fois qu'on parle de... Parce que mon professeur, je le connais bien, il est très gentil avec moi. À chaque fois qu'on discute, il y a
une chance sur deux pour que ton nom sorte. J'ai une question. Oui. Oui, bien sûr, allez-y. Merci, prof, pour les explications qui ont été très claires, machallah. Et je vous remercie pour ton collaboration avec l'association mauritanienne. J'ai une question qui est purement scientifique. Oui. L'étude de l'astronomie s'intéresse essentiellement aux études des astéroïdes et de tous les corps célestes. Par exemple, si un corps, un astéroïde ou bien un comète Oui. dévie son trajectoire Oui. et s'oriente vers la Terre, Oui. et quels sont les différents scénarios qu'on peut imaginer? Par exemple, le NASA qui s'intéresse à ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont sur la table pour éviter le cataclysme? Par exemple, est-ce qu'ils vont essayer de le dévier ou bien d'envoyer des missiles ou autre? Ou bien C'est orienté. en fonction, c'est évidemment en fonction de la taille de l'astéroïde. Par exemple, si la taille de l'astéroïde n'est pas très énorme, quels sont les différents scénarios qu'on peut imaginer? Alors, je pense que c'est une question d'actualité parce que la menace, elle est réelle. La menace, elle est importante. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une menace qui existe parce qu'on voit régulièrement des objets de petite taille en fait rentrer dans l'atmosphère. Et vous avez eu écho peut-être de l'objet qui est rentré dans l'atmosphère en Russie à Chelyabinsk et qui a fait pas mal de dégâts, bien que l'objet se soit désintégré très haut dans l'atmosphère, ça a quand même fait un onde de choc qui a été très, très puissant. Donc, si nous imaginons les scénarios que nous avons eus il y a plus d'une soixantaine de millions d'années avec l'extinction des dinosaures, c'est pour dire que la menace, elle est là, c'est réel. Mais au-delà de ça, on a pu observer à partir de la Terre même la comète Shoemaker-Levy-9 qui s'est fracturée en plusieurs morceaux, 21 morceaux qui ont percuté la planète Jupiter. Et ça, je me rappelle, à l'époque, j'étais à Saint-Louis. On a pu suivre ça en 1996. 94, voilà. C'était le 21 juillet, 16 juillet, je pense, quelque chose comme ça, 94. Nous avons pu suivre donc cette comète faire des impacts significatifs dans l'atmosphère de Jupiter. Et si aujourd'hui, des organismes comme la NASA s'intéressent à ce scénario, c'est parce qu'on sait que la menace, elle existe. Alors, le scénario idéal, ça n'existe pas par contre. On ne sait pas aujourd'hui comment faire pour réagir parce que c'est une situation à laquelle nous n'avons jamais été confrontés. On ne sait pas comment faire pour réagir face à cette situation. Donc, on imagine des schémas, mais rien ne nous dit que ce schéma, en fait, sera le bon. Le premier schéma, c'est celui de l'impact, en fait, mais qui, à la limite, crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Si vous avez un gros astéroïde qui risque de rentrer en collision avec notre planète et que l'option retenue, c'est de le pulvériser ou de le fracasser en plusieurs morceaux avec une charge nucléaire, comme c'est souvent annoncé, le risque, c'est qu'on peut peut-être contrôler la trajectoire d'un objet, mais pas de plusieurs milliers d'objets qui descendent en même temps vers la Terre. Donc ça, c'est plus un risque qu'autre chose. Il y a beaucoup de scénarios qui sont avancés, mais qui sont plus de l'ordre science-fiction aujourd'hui que de la réalité. L'autre scénario, c'est de pouvoir peut-être faire exploser une charge à côté de l'astéroïde. Et peut-être à partir de là, pouvoir dévier sa trajectoire. Je préfère cette option, mais le résultat n'est pas garanti parce qu'on n'est pas sûr, en tout cas, d'avoir suffisamment de charge pour pouvoir arriver à dévier la trajectoire de l'astéroïde. Et beaucoup de paramètres vont dépendre de la composition même de cet astéroïde. Si elle est rocheuse, si elle est ferreuse, et ainsi de suite. Je pense que Elisher travaille avec David et qui est un spécialiste de ces objets.
en fonction de la masse de l'astéroïde, la charge nécessaire ne sera pas forcément la même pour pouvoir dévier sa trajectoire. Les autres scénarios, pour moi, je pense que ça reste du domaine de la science-fiction. Accrocher derrière un gros parapluie et profiter du vent solaire pour le dévier, tout ça, c'est des choses. On a déjà du mal à assembler en un temps record des objets autour de notre propre orbite. La station internationale, ça prend des décennies pour pouvoir l'assembler. Si nous devons réagir en cas d'urgence par rapport à une menace, je pense que ce n'est pas l'idéal de partir sur l'assemblage d'objets pour dévier. La meilleure chose, c'est de compter sur la réalité. Cette réalité, c'est que nous avons une grande sœur dans le système solaire qui s'appelle Jupiter et qui dévie une bonne partie en fait des comètes et astéroïdes qui pouvaient venir du système solaire extérieur pour venir vers la Terre. Et je pense que ce qui s'est passé avec Shoemaker-Levinev, c'est tout simplement une chance. Cette comète n'aurait pas été déviée par l'orbite de Jupiter, certes, par la masse de Jupiter. Certainement, ce serait un des objets du système solaire interne qui serait concerné. Donc, jouons sur cette carte de la chance. Soyons prudents parce qu'on ne sait jamais. Et la menace, souvent, quand ça arrive, c'est que c'est souvent trop tard, en fait. Quand on la découvre, c'est souvent trop tard. Maintenant, les objets qui sont surveillés par la NASA, qui présentent des menaces, sont répertoriés. On parle souvent d'Apophis, de Toutatis, ainsi de suite. Bon, ça, les prévisions sont variables. Il y en a qui disent que ça pourrait arriver d'ici 2036. D'autres moments, on vous dit, rassurez-vous, il n'y a pas encore de risque réellement. Mais je pense que les objets les plus menaçants sont surveillés par la NASA. Et pour le moment, on n'a pas encore de menaces qui nous pèsent sur la tête de façon certaine. Mais nous devons travailler le plus urgemment, le plus rapidement à trouver un scénario. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Maintenant, il faut toujours faire la part des choses entre ce qui est science-fiction, des choses qui, même si ça marche en simulation, nécessitent trop de temps pour être mises en œuvre, et d'autres choses qui sont réalisables. La charge nucléaire, c'est quelque chose qui est faisable, mais les conséquences, on ne les maîtrise pas. Peut-être que plusieurs objets, je préfère le scénario où c'est plusieurs objets qui vont en partie être désintégrés avec la rentrée atmosphérique, que d'avoir un seul gros bolide qui va faire des dégâts comme ce que nous avons eu avec l'objet de 65 millions d'années avec les dinosaures. Voilà, donc on ne sait pas encore. On n'a jamais été confronté à ça, on ne sait pas encore, mais les gens se penchent sur cette question. Maintenant, prions pour que ça n'arrive pas, qu'on n'en ait pas besoin. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci, prof. Merci pour les explications. C'est très clair, Inch'Allah. Merci à vous, c'est tout un plaisir. Sid Ahmed, vous avez des questions? Merci. Sid Ahmed. Abdallah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Bon, salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Moi, malheureusement, à cause de la malconnexion, je suis dans une région où il y a faiblesse de la connexion. Donc, j'avais perdu une partie de votre non, j'ai enregistré. On va partager l'enregistrement. Donc, le problème, c'est que je ne sais pas si mes questions sont déjà posées ou pas. Je ne sais pas si mes questions sont déjà posées ou pas. Mais en fait, j'ai une question. Pour moi, c'est important pour le développement de notre association. J'ai vu lors de la présentation que l'association de nos frères sénégalaises, lors des événements, organise des activités dans le cadre général de la science, par exemple dans les mathématiques, dans les physiques,
dans le cadre de la science générale. Donc, est-ce que ce genre d'activité-là est indiqué pour notre association? Et est-ce qu'il peut nous a donné aussi des exemples sur ce qu'on peut faire dans ce domaine-là? Est-ce que c'est compris ma question? Oui, oui, parfaitement. Je pense que c'est des genres d'activités qui sont tout à fait indiquées, en fait. Vous savez, quand vous faites la promotion d'une science qui n'est pas très bien connue dans nos pays, il faut toujours garder à l'esprit d'utiliser ce que les gens connaissent déjà. Et tous les élèves, quasiment, vont être confrontés à la physique ou aux mathématiques à un moment donné de leurs études. Et donc, quand vous parlez d'astronomie, c'est bien, c'est de façon générale, mais pour qu'ils puissent demain s'intéresser à cette science, il faut qu'ils comprennent les principes en physique. Ouais. Il faut qu'ils comprennent les outils mathématiques qui permettent de faire les calculs. Donc, n'hésitez pas, en tout cas pendant vos activités, à mettre toujours une petite dose d'activité physique. Demain, c'est ça qui va leur permettre de comprendre le mouvement des planètes, le mouvement des étoiles, de pouvoir comprendre même la physique qui existe au cœur d'une étoile. N'hésitez pas à parler de mathématiques sans rentrer peut-être dans des choses trop complexes, mais leur expliquer juste comment on arrive aujourd'hui, grâce à on va dire, une loi en physique, à écrire ça sous forme d'équation. En donnant cette équation à un ordinateur, ça permet de pouvoir faire des simulations qui vont permettre après de faire telle ou telle chose. Et s'ils voient l'interaction qui existe entre l'observation en astronomie, les mathématiques pour pouvoir faire des modèles, la physique pour pouvoir comprendre le fonctionnement, à la limite, ils n'auront même plus peur des sciences. Ils vont trouver ça en fait génial parce qu'ils voient tout ce qu'on peut faire avec ces outils-là qui sont à disposition. Donc, mettez toujours ces activités de physique et de mathématiques à côté de vos activités en astronomie. D'accord. Merci. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Je crois il y a des questions. Merci à vous. Il y a quelques Alors, je vois qu'il nous signale, Zoom nous signale qu'il reste 5 minutes. Ok, Ça monsieur. risque d'être... Monsieur Maram Kerr, je vous remercie beaucoup pour cette invitation que vous avez acceptée et les activités que vous avez nous montrées. Merci beaucoup. À la prochaine fois, Inch'Allah, on se voit à Nouakchott pour faire une activité réelle. Inch'Allah, ça a été un plaisir, vraiment. Je sais parfois comment c'est difficile, les problèmes de connexion Oui, oui. entre nos pays. J'ai quelques amis là-bas chez vous, mais même pour faire parfois des discussions sur WhatsApp, c'est difficile. Donc, je vous remercie pour cet effort, c'est un plaisir. Et soyez assurés en tout cas de notre soutien pour cette association, pour tout un chacun d'entre vous. Le projet SpaceBus, on va en discuter davantage après. Moi, je suis prêt à vous accompagner là-dessus, Inch'Allah. Et l'association sénégalaise, c'est la sœur de votre association. Tout ce que nous pourrons faire ensemble, Inch'Allah, on le fera. Merci beaucoup. Et pour finir, pour le magazine de l'Astronomie Afrique, je vais faire un mail pour dire que voilà, nous attendons vos contributions et on essaiera de parler de votre association le plus souvent possible, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup pour votre temps, notre professeur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, la rencontre avec vous était... La rencontre vraiment était géniale. Ça ressemble à un voyage dans nos dreams, dans nos rêves, ce que nous voulons faire dans notre association. Vraiment, nous avons vu la plupart de ça dans votre expérience. Donc, je vous remercie pour votre temps. Merci. Et on dit Ramadan Mabrouk, même si c'est un peu tôt aussi. Bonne fête, Inch'Allah. Merci, merci. Bonne fête à vous tous et espérons que cette première activité soit le début d'une très belle collaboration entre nos associations. Merci beaucoup encore à vous tous. Merci. Bonne nuit. Merci beaucoup.
jërëjëf, c'est Fatou. Fatima.